Eh ben écoute, bonjour Emmanuel. Bonjour et merci surtout déjà pour démarrer. Bah ouais, bienvenue sur Revenu et Cause. Donc je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui pour plusieurs raisons. Déjà au-delà du fait que tu es donc t'es CRO de Ringover et je te laisse te présenter juste après et tu nous expliquer ton parcours. Mais Ringover pour un RevOps c'est un outil qu'on croise régulièrement et moi je l'ai pas mal croisé dans ma carrière donc je trouve ça super intéressant qu'on puisse en parler et au-delà de ton expérience de dingue en sales et marketing, moi je trouve que c'est les deux thèmes qu'on va aborder aujourd'hui qui me passionnent et qui font aussi l'essence même des RevOps. C'est l'émergence du rôle de CRO dans un contexte d'entreprise en forte croissance ou en croissance, c'est-à-dire Mhm. comment on connecte sales marketing, comment on le défend auprès de ses fondateurs, comment on le met concrètement en place, alors qu'à la base c'est un profil qui est souvent dominant de sales ou marketing et c'est intéressant de voir comment on arrive à faire fonctionner la magie autour de cette connexion-là. Et aussi l'importance, sujet qu'on va traiter, l'importance de la donnée, bien piloter son entreprise et ses équipes-là, et comment on rationalise les outils pour simplifier cette prise de connaissance-là. Donc voilà, je m'arrête là parce qu'on va bien en parler, mais je te laisse te présenter et vraiment ravi de Non, t'accueillir. tout ça, mais merci encore une fois, vraiment très agréable d'être là. Effectivement, beaucoup de sujets, donc c'est bien, ça va nous donner un peu de profondeur. Il y a effectivement pas mal de choses à faire. Pour me présenter rapidement, tu l'as évoqué, donc je suis CRO de Ringover. Je suis arrivé il y a à peu près un an. En fait, dans quelques jours, ça fera un an. Mais un an dans une entreprise en hyper croissance, ça en vaut dans de nombreuses entreprises. Moi, j'ai un parcours très sales en fait, orienté à la base. Mais sales au sens bizdev, premier, c'est-à-dire que j'ai toujours vendu les trucs qui n'existaient pas. Moi, ça a toujours été mon dada. C'est en fait, ok, ça n'existe pas, on veut tester des nouveaux marchés, des nouveaux produits. On va y aller. Une première partie dans les telcos, une deuxième partie dans le paiement, et là une troisième partie dans les telcos. Et de sales en fait, pour reprendre un des tout premiers points en fait que tu as évoqué, j'ai évolué effectivement. Alors déjà dans la terminologie sales, pas de souci. Et puis après dans la partie marketing, parce que quand on revient finalement à la base, le marketing, c'était très mélangé à la vente au tout début. Et puis en fait, ça s'est tellement spécialisé, c'est devenu effectivement beaucoup plus technique. Ça a commencé à se séparer. Alors il y a la séparation grosso modo marque, ok, comment on travaille les marques et des choses comme ça. Moi, comme j'ai toujours travaillé dans le SaaS, c'était plutôt ok, l'acquisition de leads, le positionnement, comment on arrive à faire des choses très intéressantes avec ça. Et c'est finalement cette technicité, j'ai pas de problème avec, puisque à la base, moi, je suis un ingénieur de formation. Et ce qui surprend toujours, c'est que je suis ingénieur en physique nucléaire. Donc, autant dire que généralement comprendre des concepts un peu abscons, bon, ça va, pas de souci. Et par contre, l'enjeu dont on reparlera, je pense aujourd'hui, c'est pas tant finalement de comprendre la technicité des métiers, c'est d'arriver à faire travailler les gens ensemble. C'est principalement ça. Et donc tous les sujets que tu évoques, généralement, c'est surtout l'aspect humain. Et pour reprendre une première partie, le CRO, la création, tu mentionnais ce poste. Il vient souvent ok, on a des sales et du marketing et puis on voit que ça grippe quoi. Et donc on se dit en fait on va prendre quelqu'un qui va piloter un peu tout ça et puis mettre du liant, mettre du dégrippage et avancer là-dessus. Donc après il y a beaucoup de sujets à raconter là-dessus. Tout dépend par quoi on attaque. Et c'est exactement ça, mais souvent je le vois pas mal et c'est pas juste mettre une personne pour mettre du lien. C'est ça qui est tout l'intérêt de la discussion qu'on va avoir. C'est bien beau d'écrire une équipe unifiée, c'est bien beau de mettre quelqu'un qui va piloter ça, mais en fait derrière concrètement c'est quoi les actions qu'on met en Hmm. place pour que ça fonctionne, comment on connecte ces choses-là et comment les équipes sont organisées pour que ça fonctionne. Donc voilà, je pense que bah ouais, t'as un an là de recul peut-être sur Hangover, donc c'est une bonne première, un bon premier exemple de discussion. On reprend un petit peu, c'est quoi le contexte Ringover quand t'arrives? Alors contexte Ringover, très intéressant. C'est une société déjà qui s'est réinventée. C'est une jeune start-up mais une vieille société. En fait, cette société, elle a été créée dès 2004 dans les telcos par deux personnes en sortant d'école. Elle a vécu donc finalement pas mal de révolutions, mais elle est restée dans cette partie inférieure à 30 personnes pendant de nombreuses années. Et puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui arrive à la technique et qui dit mais il y a une révolution là qui est en cours dans les telcos, c'est la voix sur IP. Et en fait, on peut quasiment l'intégrer maintenant dans les navigateurs. Donc là, il y a un truc qui est en train de se développer.
Et ils se disent, OK, banco, on y va. Ils partent en dev pendant 2 ans, ils sortent. Et en fait, le truc, effectivement, prend, ça marche, parce qu'ils ont une approche qui est justement très saine, très sereine de toutes leurs expériences, d'avoir piloté déjà cette entreprise. Et puis, bah, ça prend fort, hein, le Covid, la digitalisation, la transformation digitale, c'est un élément très important. D'ailleurs, c'est une chose que j'ai pas précisé. Je suis aussi prof à la Sorbonne Paris Nord en transformation digitale. Donc ça me parle. Et effectivement, c'est un sujet, il faut y aller. Et donc ça prend. Puis les post Covid fait que ça part très vite en hypercroissance avec un super produit. On a une réputation qui est très très bonne. Mais comme c'est la première société effectivement des cofondateurs, bon bah ils drop, ils essayent de monter le truc. Ils ont une très bonne culture effectivement d'un point de vue business. Et puis à un moment donné arrive cette étape en se disant ok. On a finalement arrosé là un peu partout, on a réussi à lever des fonds, on n'a pas levé trop pour pas se cramer, justement c'est ce qui démontre à nouveau cette politique avant l'heure, parce qu'à l'époque c'était ok, vas-y, lève 100 millions et puis crame tout ce que tu veux. Eux non, étaient beaucoup plus sereins et donc Ringover est très pragmatique, c'est vraiment une valeur qui est très forte et ancrée chez nous. N'empêche que voilà, il y a des fonds, on veut grandir, on veut aller faire nos plus de 50, 60, 70% de croissance, donc on y va. Allez, on met du sales, on met du marketing, on y met partout. Et puis ouais mais les gars, ça se coordonne pas tout ça quoi. Et donc je suis arrivé moi dans ce contexte-là en disant ok bah maintenant en fait au début c'est bien parce que comme c'est un produit qui a aussi cette qui a un positionnement qui est génial, ça parle à tout le monde. C'est-à-dire que on n'a pas besoin de se dire bon alors faut être les meilleurs dans ce secteur-là. En fait faut être les meilleurs partout puisque en fait tous les secteurs peuvent le toucher. Mais quand on veut aller partout on va nulle part. Et là on se dit on commence à gripper parce que si ça se parle pas, si les process se parlent pas bien, on va commencer à gripper notre croissance et donc on va déverrouiller ça. On va prendre un CRO qui a l'habitude et effectivement moi j'ai fait plusieurs startups avec des belles croissances, donc on y va et on va essayer non pas de mettre une personne, je suis entièrement d'accord avec toi, mais juste de recréer finalement un peu de process, un peu de lien, d'aligner en fait les outils et puis surtout d'aligner la direction quoi, d'aligner la direction sales marketing en disant l'enjeu, moi je dis toujours, hein, mon enjeu, il est pas de dire oui, il est de savoir dire non. En fait, on a toujours envie de faire plein de trucs, c'est super. Mais qu'est-ce qu'on va faire ce trimestre-là? Et du coup, c'est pas tant ça l'enjeu, c'est mais qu'est-ce qu'on va pas faire? Ah ouais, tu peux venir, t'as des 36 idées, mais tu sais quoi? Celle-là, on va pas la faire maintenant, parce qu'en fait, là-dessus, on va mettre nos ressources. Et donc, c'était ça. Il y a besoin, à un moment donné, de stacker, avec des gens qui ont vécu, finalement, plusieurs expériences, qui ont tenté des trucs, qui ont dit, ah bah, on va faire ci, on va faire ça, et de dire, bah, non, en fait, c'est bon, j'ai appris, donc maintenant, pour aller vite, je comprends vos mécanismes, et du coup, on va l'aller par là. Faut avoir, et cette adaptabilité, pardon, d'être capable de dire ok comment vous gérez à l'heure actuelle et moi je suis très admiratif hein, des gens qui lancent hein. Moi j'ai pas lancé en tant que tel, je suis pas un cofondateur donc j'admire toujours ça en disant vous avez fait un truc super, vous avez monté à une taille qui était déjà importante. Ok maintenant il faut aller taper les 100 millions donc du coup comment avec ce que vous avez fait on est capable d'aller encore plus loin et de vous apporter mon expérience. C'est comme ça en fait que je suis rentré dans ce contexte chez Ringover. Et c'est combien de personnes Ringover quand tu arrives et combien pur revenu? Et quand je dis revenu, c'est marketing sales, mais aussi un peu équipe client qui gère ça. Ah ouais, moi j'ai une équipe assez large parce qu'en fait je gère le sales, le marketing, le care, le support, les ops. Donc en fait Ouais. j'ai pas la technique, j'ai pas les RH, j'ai pas la finance. Ouais. Et donc ça fait quasiment 160, 170 personnes. Ça oscille un peu ou prou de toute façon depuis que je suis arrivé. L'idée c'était pas de stacker en disant ok les gars, on va faire x2 en termes. C'était là, je m'intéresse plutôt au process, à l'amélioration. Mm. Donc je suis arrivé, je pars, on devait être 280, on doit être 300 et on est arrivé, on faisait à peu près 23 millions d'ARR, on doit être à 35, 37, un peu plus. Enfin voilà, le truc monte tellement vite que de toute façon c'est assez gros. Nous on regarde la MRR. Donc c'est ok, quand on fait ok notre premier million, notre deuxième million et demi, 3 millions, 4 millions, on va augmenter très très vite. Mais justement non pas d'abord par ok faut mettre plus de monde, c'est justement ce qui avait été fait et c'est normal. Ok, on lève 20 millions les gars, forcément on va mettre du stack, on va y aller. Mais se dire ok maintenant comment on fait travailler les gens et comment on va monter la productivité individuelle et non pas en mode ok les gars allez-y, tirez à coup de fouet, mais plutôt non. En fait, on va y aller par là et comment on va tous raffermir. C'était ça mon rôle. C'était d'arriver en disant, ok, un vrai rôle de leader, en disant devant, et puis expliquez-moi tout ce que vous avez fait. Ok, bah du coup je vois bien, et on va essayer maintenant de s'orienter un peu comme ça, quoi.
Et donc ça, c'était une envie des fondateurs à l'époque d'unifier le revenu au global. C'était déjà comme ça. C'est toi qui as amené cette culture-là. Et justement, toi, tu viens de l'extérieur avec une expérience différente. C'était dû faire face aussi à pas mal d'enjeux à Bah, expliquer ça aux fondateurs. ouais, le premier enjeu, et ça, je pense qu'il avait vu, c'est souvent un enjeu humain, encore une fois, quoi. Si on Hmm. sent que ça grippe entre les sales et le market, on se dit, ah, on va pas réussir à faire nos 100% de croissance, donc il faut qu'on amène, et donc il faut qu'on fasse travailler tout ça ensemble. Et moi, je suis arrivé en disant, mais attendez, en fait, j'ai une vision qui défend chacun. C'est-à-dire que, j'ai repris cette image, c'est celle que j'ai utilisée chez Ringover. J'ai dit, OK, imaginez, vous êtes, en fait, le codir, donc vous êtes à Paris. Et vous devez dire, bah, on pense qu'on doit aller dans le sud. Le DIRCO, il doit dire, ouais, mais alors si vous voulez aller dans le sud, moi je pense que le meilleur truc, c'est d'aller à Toulouse. Ok, super, on va à Toulouse. Et le directeur marketing, il doit dire, ok, bah, si tu veux aller à Toulouse, je pense qu'il faut passer par tel et tel chemin, tu vas rencontrer tel ou tel problème, et puis je vais essayer de t'ouvrir la voie et de t'ouvrir les péages, et de te dire, ok, je te donne les outils pour grosso modo tes barrières, elles sautent devant toi, et pour t'assurer qu'on va à Toulouse. Et à partir du moment où on amène cette logique, cette vision, moi je suis très par les images, hein, parce qu'à un moment donné, l'être humain a cette capacité de très imager et on n'est pas des robots. Mais en tout cas, en disant ça, en disant, OK, donc voilà ce que j'attends du directeur commercial et voilà ce que j'attends du directeur marketing. Et c'est comme ça, en s'alignant, qu'on va travailler ensemble. Et puis, bah, soit vous montez à bord, soit j'explique aux cofondateurs pourquoi vous montez pas à bord. Et puis, bah, du coup, on revampe l'organisation et on y va. Mais en tout cas, j'y tiens. Ça ne peut marcher que comme ça. On a besoin d'une direction. Le codir sert à ça. On a besoin de savoir plus précis. Le directeur commercial doit nous dire, OK, si vous voulez faire votre revenu, on va aller taper là, là, là. Parce que même si on va taper tout le monde, bah en fait, grosso modo, j'ai 35% de mon chiffre d'affaires qui est spécialisé, 65% de mon chiffre d'affaires qui est pour tout le monde, quoi. Mais les 35%, il faut que j'aille les chercher, il faut être très fort. Et ensuite, le directeur marketing doit dire, OK, j'ai compris où vous voulez aller. Donc les 65%, je vais les faire comme ça, du SEO, du SEA, du truc. Et puis tes 35%, je vais les identifier, je vais monter une grosse machine et puis je vais aller les chercher. Et ça, faut que ça converge, il faut qu'on y soit, quoi. Et du coup, ouais, je trouve que tu as quand même des fortes convictions et une bonne vision autour bah, voilà, de comment mettre ça en place. Mais bah, en fait, parfois, les fondateurs, ils n'ont pas cette vision-là ou les mêmes convictions que toi. Et tu as des conseils un peu sur bah, en fait, comment tu amènes ça concrètement pour les aider. Alors, soit c'est dans le choix Ouais, alors avant. c'est déjà la première chose que j'ai évoquée, c'est un, quand on arrive dans une entreprise et qu'on arrive au poste de CRO avec trois cofondateurs qui ont quand même une expérience forte, mais dont ils ont vécu qu'une seule entreprise, on peut avoir tendance à arriver en disant, bon, attendez, moi les gars, j'ai vu plein de boîtes, j'ai fait plein d'expériences, donc déjà, en fait, je vais vous expliquer la life. Et ça, je pense que ça marche pas. Et en plus, c'est pas mon ADN. Je suis pas comme ça. Moi, encore une fois, je suis admirateur. Le mec, il a pris des risques de fou. Ils ont monté une boîte, ça cartonne, ils ont levé 20 millions. Ok, super. Déjà, bravo, quoi. Vous avez monté, vous avez ensuite une certaine culture. Ok, on va s'appuyer. Vous avez des assets qui sont forts, en fait. On va s'appuyer là-dessus. Par contre, c'est une discussion qu'on va avoir sur, ok, maintenant, comment on va plus loin et de quoi on a besoin. On n'y arrive pas toujours, hein. J'ai pas réussi à convaincre mes cofondateurs de tous mes choix, on va être très clair. Et je suis très humble vis-à-vis de ça, parce qu'il faut beaucoup échanger. Et puis quand on a vu des trucs fonctionner, bah on se dit putain, faut faire ça. Et puis l'autre va dire ouais, mais quand même, je pense que non, on va le tester différemment. Ça reste le cofondateur, pas de souci, même si je suis un C-level, c'est un échange en permanence. Et après, oui, donc je les ai convaincus de certains trucs. Il y a eu des reventes dans l'organisation, très, très vite, très fort. Et puis il y en a d'autres où ils ont dit non, ça on veut le changer, on pense qu'on peut faire mieux. Ok, les gars, on va tester, pas de souci. De toute façon, moi j'ai une méthode où ce que je veux, pourquoi je travaille en startup, hein. Enfin, j'ai fait des petites boîtes comme Microsoft, mais pourquoi je travaille dans des grandes boîtes et exprès je fais ça en termes de valeur, en termes d'humain. C'est parce qu'à un moment donné, on y va, on teste, on se réoriente très très vite, quoi. Et moi, j'adore les startups pour ça. C'est parce qu'en fait, ton métier, tu le fais au quotidien, et t'appliques pas une recette, en fait. Donc c'est ça. Mais effectivement, avec les cofondateurs, ouais, c'est parfois des vrais challenges de ce qu'il faut faire et aussi quand ils se connaissent depuis très longtemps, bah, ils ont une confiance en eux et puis comment finalement on arrive à l'ouvrir, ce cercle de confiance pour les gars, on y va comme ça. Alors, l'avantage que j'ai eu, alors, on a bossé pour, mais déjà je suis arrivé et tout de suite les chiffres se sont regroupés en un mois. Ok, on est reparti, on a fait 8 mois de très très bons chiffres. Donc ça c'était top, quoi. Donc aussi ça, j'avoue que ça aide. Déjà quand on arrive et qu'il dit ah, avant vous n'avez pas le budget, maintenant on le fait. Bon, bah les investisseurs et cofondateurs sont déjà plutôt à l'aise. Et puis ils voient ce qu'on amène aussi. Donc ça c'est un vrai challenge. Mais ouais, c'est une discussion
permanente entre, ok, j'ai des convictions. J'ai aussi eu cette chance d'arriver avec mon directeur des opérations, que je connaissais depuis très longtemps. Donc, je lui ai filé les ops, le care, le support. Et ça aussi, ça aide, mine de rien. Ça évite d'arriver tout seul et de se dire, oula, ça va mettre plus de temps. Ils m'ont aussi fait confiance, j'ai pu dépoter, j'ai essayé avec l'organisation que j'avais d'aller mettre très rapidement en place. Parce que ouais, dans une startup, on n'est pas là pour attendre, les gars, quoi. Enfin, faut y aller. Donc c'est aussi ça. Dans une grande boîte, il aurait fallu que j'attende, que je discute plus. Là, ils étaient là, ok, tu veux faire quoi, on y va, quoi. Bah, tu fais la bonne transition parce qu'effectivement, tu parlais de ton directeur des opérations. Les opérations ou les revenus opérations, en fait, ça aide vraiment à structurer cette pensée, cette conviction, à amener l'efficacité opérationnelle et la visibilité. Toi, t'es arrivé, donc c'est toi qui as mis en place cette notion de revenu opération au sein de tes équipes ou c'était déjà là, t'as dû effectivement faire évoluer les choses. Comment c'est mis en place? Alors, j'avais déjà j'ai une conviction très forte, mais qui vient pas de moi, qui vient de Miracle, qui est une entreprise qui est quand même connue dans l'écosystème Ouais. français. Moi, Miracle, je les ai connus, j'étais 10 dans un garage. Donc je les ai vus grandir, j'ai eu cette chance, j'ai vu, et je me souviens toujours du premier meeting que j'ai fait avec eux. Je te jure, ils étaient, ouais, je pense 15-20 dans le garage, dans le fond du 16e là. Et ils m'ont dit, mais tu sais, nous on a deux produits, on a ce qu'on vend et on a ce qu'on opère. Je me suis dit, tiens, intéressant, j'avais pas vu cette notion-là avant. Il me dit, ouais, ouais, et souvent les boîtes font cette erreur de concentrer leur effort de dev en fait sur le produit qu'elles vendent et pas sur le produit qu'elles opèrent. Et donc pas sur leur process, sur la façon justement sur les RevOps en fait. Et ça portait pas ce nom-là, en tout cas on l'avait pas utilisé dans notre conversation à l'époque, mais c'était exactement ça. J'avais cette chance quand je suis arrivé chez Ringover par rapport à mes boîtes précédentes où j'avais défendu ça. Là ici il y avait une équipe en fait Ops. Par contre la vision elle était pas bonne. En fait, l'équipe Up se disait, ok, c'est des gens qui vont, bon alors, on va les stacker, on va foutre des outils partout, comme toute bonne startup. Et en plus, j'avais cette chance chez Hangover, les cofondateurs ont jamais lésiné. T'avais besoin d'un produit, vas-y, fais-toi plaisir, prends-le. Par contre, faut t'assurer qu'il y ait une vraie productivité. Mais alors, ils ont jamais regardé à la dépense en termes d'outils. Ce qui fait que je suis arrivé à la fin avec 170 outils et que là, on a un autre problème. Mais n'empêche qu'il y avait cette capacité. Donc ça, c'était top, quoi. Mais n'empêche que les ops tels qu'ils l'avaient conçu, c'était principalement de la chefferie de projet. Et là, ça a manqué. Et là, on est arrivé effectivement avec mon directeur et on s'est dit, ah non, mais en fait, là, va falloir revamper l'équipe. Va falloir changer un peu le mindset. Parce que certes, il y a une partie chefferie de projet, mais en fait, il y a une partie qui est vraiment d'analyse de données, qui est ultra puissante. Et puis, il y a la complémentarité, il y a de l'UX. Il y a tous ces produits en fait qui sont à droite, à gauche. Donc c'est pas juste OK les sales, vous avez besoin de quoi, on va vous le pondre. C'est non en fait on va se mettre dans un cadre beaucoup plus large, on va élargir les sujets et les ops doivent devenir finalement non pas des exécutants des autres, mais pouvoir dire en fait on va le faire comme ça, voilà notre roadmap, on a pris vos tickets, on va en régler, mais voilà aussi ce qu'on va améliorer à long terme, voilà comment les outils on va les interconnecter, et c'est devenu critique, et c'est bien justement qu'il y ait des sociétés qui puissent se mettre à aider les startups, parce que enfin, moi, j'ai vu que c'était critique. Je l'ai vu depuis plusieurs années, parce que Miracle, je crois que c'était 2011, 2011 ou 2012-13 que je les ai côtoyés. Et voilà, ça a mis du temps à infuser. N'empêche que les meilleures boîtes sont celles qui ont compris que, les gars, vous avez deux projets, quoi. En fait, vous avez ce que vous vendez à l'extérieur et comment vous opérez à l'intérieur. Et souvent, c'est fait par un dev un peu dans un coin de dire, oui, alors je vais te pondre une interface, on va commencer à piloter. Et puis en fait, non, il y a besoin de vrais outils. Ou alors le pseudo, ouais, ok, on va prendre Salesforce. Bon, alors, on n'a pas les moyens d'aller payer une entreprise 200 000 euros pour qu'elle l'implémente. Et donc, on va faire des trucs. Et puis, à la fin, t'as un globi-boulga qui est juste infâme, quoi. Donc, faut rectifier tout ça. Bah, ça, pour l'avoir beaucoup vu, vécu, c'est clair que c'est le premier symptôme euh, de cette fausse solution de facilité qui est de dire ah, bah, c'est bon, je vais investir sur un outil, ça va régler tous mes problèmes. Ah. Et j'imagine que c'est ce que tu disais là, c'est le commercial a une idée, j'ai vu un outil qui fonctionne, on l'achète, ça marche, Ouais. on va le Et tester. c'est encore pire maintenant. Alors là, Hmm. depuis 2 ans, depuis ChatGPT, c'est une horreur. Parce Ouais, que grosso modo, tu te poses une question, t'as forcément un outil qui y répond. ouais. C'est devenu infernal. Donc on a toujours envie d'avoir le dernier truc. Ah mais les gars, vous allez vraiment l'utiliser, on va vraiment avoir. Ah t'en as, ouais, t'as des trucs géniaux. Enfin ça, y a pas de débat. Mais alors, c'est devenu horreur quoi. Enfin, faut pas prendre tout et n'importe quoi.
Ah bah, il y a des use cases, et on pourra en reparler, mais il y a des use cases extrêmement spécifiques où ça a amené une valeur incroyable en termes de Ah ouais. productivité, mais effectivement, il faut réussir à les cibler, les choisir intelligemment, et Hmm. tout n'est pas magique, et tout ne fonctionne pas, d'où l'intérêt de ces métiers-là, mais tu l'as dit aussi, en fait, les RevOps, ça existe effectivement, enfin, c'est dans l'air du temps, depuis 10-15 ans, maintenant ça a émergé, mais on n'a rien inventé, au final c'est quelque chose qui a toujours été présent, sous d'autres formes, mais le fait d'être bon d'un point de vue opérationnel, ça a toujours été critique pour qu'une entreprise fonctionne. C'est juste que ça a été théorisé un peu différemment, mais les métiers existent depuis la nuit des temps aussi, quoi. Ouais, et puis je Euh, trouve par contre, c'était le niveau de priorité qui était pas bon. Je trouvais qu'on y ouais. mettait, d'abord on se concentre sur notre produit, après on y met un peu de sales, allez, on va y coller un peu de marketing, et puis bon, comment ils vont opérer, bon, ils se démerdent, ils font de l'Excel. On a commencé à avancer, mais pas en fait, ça devient critique, quoi. C'est-à-dire que Mm. si on veut faire des taux de croissance importants, c'est critique. Ouais. Priorisation est très fragmentée, c'est-à-dire que chaque petite équipe Alors, avait un petit bout des RevOps qui faisait que personne pilotait vraiment ça, donc il y avait aussi exactement. un peu ça. Mais du coup, bah, bonne transition encore une fois. Si on rentre un peu dans le vif du sujet, de pure équipe revenu, les premiers chantiers que tu as menés sur la collaboration, sales, marketing, t'arrives il y a un an, comment les équipes sont organisées, comment ça fonctionne, et, et c'est quoi tes premières actions que tu mets en place pour faire changer les choses? Première, je me souviens, j'arrive sur le plateau, sur les premiers jours, et moi j'ai toujours la même chose, c'est-à-dire que sans direction, on va nulle part. Donc, je m'arrête sur le plateau, je vois des commerciaux, je leur dis, tiens, petite question rapide, vous allez chasser qui? Et là, ils me disent, on sait pas. Ah, ok. Vous tapez sur quel secteur? Bah, je sais pas. Je veux dire, ah. Et ça, c'était le problème de Ringover. C'est-à-dire, en fait, comme le produit va partout, bah, les commerciaux, on leur dit, allez-y partout, quoi. Et puis comme le truc a monté, grandi en fait très très vite, bah on se dit bon bah ce qui rentre plus un peu de sortie, vous mélangez tout ça, on distribue ça autour des commerciaux, puis on y va. Et là je dis ouais mais les gars, on peut pas passer la vitesse supérieure avec ça parce que en fait il y a une vraie segmentation à faire. Ok, donc on démarre, premier chantier, on va séparer les sales. Parce que de la même façon, je t'ai donné sur cette image de dire d'abord où est-ce qu'on va et ensuite comment on s'oriente. Pour moi, on démarre toujours par les sales. On démarre en disant ok, c'est quoi l'identification sectorielle? C'est quoi effectivement là où je veux aller? Même si je veux aller partout, pas de souci, mais déjà je dois avoir en fait quelques repères, quelques points de repère. Les gars, si je veux aller je reprends mon exemple, si je veux aller à Toulouse ou si je veux aller à Nice versus Lyon versus Bordeaux, bah ça va pas être la même façon de faire en fait. Je vais pas prendre les mêmes autoroutes, donc je vais pas même prendre les mêmes leviers marketing. Donc Mm. déjà premier truc que je fais, c'est que les équipes commerce, en fait, je les dispatche. Je dis ok, il y a une équipe qui traite de l'inbound, une équipe qui traite de l'outbound. J'avais une équipe qui fait de la vente indirecte, là que j'ai fini de transformer en channel management, donc ça m'a pris un peu plus de temps. Mais déjà ok, je réaligne tout le monde. Du coup, quand je réaligne tout le monde, ça commence à créer ce que j'appelle, ce qui est nécessaire dans toutes les entreprises, c'est en fait, chaque entreprise a son langage. Et en fait, il faut créer une langue commune entre le marketing et les sales. Des gens qui se parlent plus parce que comme les métiers sont spécialisés, ils se parlent plus. Alors qu'en fait, il faut qu'ils parlent la même langue. Il faut qu'ils parlent la même langue au sein de la même société. On veut aller où? C'est quoi nos références? C'est quoi nos use cases? C'est quoi les choses qu'on va mettre en avant? Donc le deuxième chantier que j'attaque, c'est les gars, on va arrêter le pouce produit parce que c'est génial quand tu as un produit où tout le monde en veut. Ah bah, t'es dans un marché d'early adopters. Donc en fait, t'as juste à dire j'ai un super truc, les gars qui en veut quoi. Donc tu prends tous les early adopters qui disent ah mais ton truc il est génial. Donc Ringover qui traite en fait l'ensemble des conversations vitales entre l'entreprise et son extérieur. Donc ça peut être ses fournisseurs, ses clients, ses prospects. Nous c'est ce qu'on gère. Tout le monde en veut, pas de débat. Ok, mais dans ces cas-là, on est trop bien. Donc le premier truc que je fais c'est ok. Maintenant on va passer sur un marché mature. Donc on revient. Hein, consultative selling, c'est quoi les tensions de nos clients? C'est quoi en fait les conséquences qu'ils affrontent? Donc du coup, c'est quoi leurs besoins? On va arrêter le pouce produit. Donc là, je mets en place tout un gros programme de formation, des sales, mais également du marketing. Et même de la chefferie de projet et de l'avant-vente. Et je spécialise tout ça en disant non, non, mais les gars, vous n'avez pas compris. On a trois grands en fait besoins chez nos clients. C'est une notion de productivité. Donc en fait, quand ils gèrent tous leurs appels ou toutes leurs visios, il faut que ça remonte, il faut que les sales passent leur temps en fait
à travailler et non pas à faire des comptes rendus ou savoir comment ils appellent. En fait, il faut qu'on ait des vrais outils, mais donc c'est ça le premier besoin auquel on répond. Le deuxième, c'est un outil de monitoring, justement, comment je monitore les équipes du care, comment je monitore les équipes. Et donc ça, c'est un besoin, il faut qu'on adresse ça, en fait. Au lieu de parler fonctionnalité, il faut qu'on adresse ça. Et le troisième, qui était le coaching grâce à nos outils, c'est pareil. Arrêtez de me parler de la fonctionnalité. Productivité, monitoring, coaching. C'est à ça que servent nos outils en fait. Et donc on va changer notre message marketing, on va changer notre message commercial et on va aligner tout le monde pour créer le même langage. Et là j'ai créé ce langage effectivement de dire ok, vous savez ce dont ont besoin nos clients? Ouais. Versus, vous savez quelle fonctionnalité on a sorti? Bah oui, ils connaissaient nos fonctionnalités mais ils savaient pas à quoi ça répondait. Et donc là même ce langage, je suis en train de le faire remonter à la tech et au produit là. Une fois qu'il a été pris, en disant, OK, arrêtez de me sortir des fonctionnalités, sortez-moi des piliers d'offres, en fait. Et là, on commence à être intéressé. Et donc là, ça a été un des gros chantiers. Donc les deux, refonte effectivement des sales. Deuxième, effectivement, refonte du marketing d'un point de vue, OK, quels sont nos besoins et donc quels sont nos messages. Et puis le troisième, c'est OK, on va se mettre en place finalement, maintenant une stratégie de conquête très forte, très ouverte, tout en étant, c'est 65% qui parlent à tout le monde. Et puis, c'est 35% qui sont hyper sectoriels. Où est-ce qu'on est fort? On va commencer à les taper. Et parce que on avait cette chance, j'ai trouvé des équipes fantastiques, typiquement sur le awareness. La marque Ringover, les derniers podcasts qu'on a fait marchent très bien. On a un programme de live talk avec des marques très fortes parce que c'est très bien structuré. Première boîte où j'arrive, où je vois autant de matos pour faire des live talks, truc incroyable, les micros, les platines, les vidéastes, on a une équipe qui est très forte. Bon super, on va appuyer dessus et puis on va y aller quoi. Donc des chantiers un peu sympathiques à mettre en place. Et tu parles de conquête, je trouve ça intéressant aussi parce que c'est encore une fois un shift que je vois dans beaucoup d'entreprises qui ont besoin de se réinventer parce qu'effectivement le business il est moins accessible, donc il faut aller chercher de nouveaux clients de manière un peu proactive. Tu parlais de spécialisation aussi, inbound, outbound. Comment tu as mis concrètement ça en place? Parce que nous on le fait pas mal chez nos clients aussi. Mais c'est quoi les actions qui t'aident en fait à faire comprendre? C'est des profils qui sont pas les mêmes, je trouve, entre eux. Des gens qui font, comme tu dis, qui récupèrent des besoins déjà bien qualifiés, on leur fait une démo, ça vient bien parce que le lead est déjà plus ou moins séduit, il est venu te voir tout seul. Et des gens qui ont besoin d'être chassés. Comment tu as mis ça en place effectivement, concrètement? Alors, il y a deux aspects. La première partie, elle est sur les sales et elle est exactement ce que tu as dit. C'est-à-dire que moi, j'arrive, j'ai des commerciaux où on dit, OK, tu reçois un peu de lead entrant et puis tu vas faire un peu de sortie. Et je dis, mais comment vous voulez qu'ils soient bons dans les deux? Parce qu'en fait, la problématique, elle est différente. Quand j'ai un lead entrant, faut être très clair. Le gars, il est en train de frapper à ma porte, il est en train de frapper à la porte de mes concurrents. Parce que donc il a identifié son besoin et il est pas bête. Et donc, généralement, en fait, il est en train de faire le tour du marché. Donc, la notion clé, elle est de rapidité. Ma première notion sur de l'inbound, c'est les gars, faut être rapide. La deuxième notion, là, on va retrouver l'outbound, c'est, OK, il vous appelle sur un besoin, mais soyez meilleur que nos concurrents. Comprenez, en fait, l'ensemble des besoins, les besoins présents et les besoins cachés. OK. Et là, effectivement, ça se rapproche sur de l'outbound, puisque, à l'inverse, l'outbound, la première qualité, c'est déjà être capable d'ouvrir la porte, de faire une vraie discovery. Et donc, ces deux notions, elles sont complètement différentes. C'est comment j'identifie que si je tape là, en fait, les gars vont me répondre. Et comment ensuite, s'ils me répondent, j'arrive à faire une vraie discovery. Et no pain, no gain. Hein. Moi, je suis un féru de ça. Si un sales vient me voir et qui me dit oui, je discute avec machin, je dis ok, c'est quoi son problème? Il en a pas? Ok, c'est pas un prospect en fait. Oublie, c'est pas un prospect. Il était juste en train de récupérer de l'info. Alors c'est super, on peut lui donner. Mais c'est pas toi qui vas lui donner parce que tu perds ton temps. En fait, j'ai une équipe marketing pour ça. Et donc, à partir du moment où ça rentre dans l'esprit des gens, et parce que ça se comprend très vite, hein, on se dit, OK, on va les spécialiser. Quand t'es 10 commerciaux, tu fais un peu tout, et puis l'inbound, c'est un peu le gâteau, quoi. C'est un peu la cerise sur le gâteau, en disant, c'est super, tiens, tu t'es bien démerdé, tiens, allez, on va être un peu sympa, tu vas appeler un peu moins. Mais non, en fait, c'est pas le même métier. Moi, je veux des warriors, quoi. Je veux des gars qui sachent appeler, qui ont identifié certains marchés qui fonctionnent, et puis surtout qui sachent dire, tiens, en fait, toi, t'as signé, t'aurais pas un pote dans ton réseau, quoi. Donc j'ai besoin de vrais conquérants versus l'inbound. J'ai besoin de gens rapides, efficaces, processés, qui ont une discussion avec le client simple et qui savent le gars, il a un besoin. Ok, prends-le, accompagne-le. J'ai besoin d'accompagnement. Alors que finalement, sur de l'outbound, l'accompagnement, je peux le faire par d'autres. Même si chez nous, on a du full stack, parce que je pense qu'un commercial doit quand même être le meilleur en accompagnement et je veux pas que des gens qui ont les dents qui rayent le parquet et qui savent ouvrir des portes.
C'est pas notre ADN. On a une ADN très pragmatique. Donc justement, il faut qu'on fasse ça. Mais déjà, ça s'explique. Donc après, tu dis, OK, bah là, donc premier truc que j'ai fait, j'ai mis un mec responsable de l'inbound et j'ai dit, bah maintenant, toi, ton métier, par contre, c'est d'être hyper fort en process et en accompagnement de tes équipes pour que tes équipes soient bonnes en accompagnement. Mais c'est pas la même chose que mon responsable d'outbound qui dit, toi, tu es en identification marché, tu es en supervision d'activité de call, de closing, et tes indicateurs de closing, c'est pas les mêmes, en fait. C'est pas les mêmes. Et donc, une fois que tu as mis ça, plus ceux qui sont small, mid-market, enterprise, donc là, tu resegmentes en plus ton outbound. Et l'inbound, on a un peu de tout aussi. Donc, pareil, il faut segmenter. Bah, ok, mais les gars, ça se comprend, on y va, quoi. Et non, en plus, dès que tu fais ça, ton équipe marketing, elle s'aligne automatiquement, en fait. Ton équipe marketing, elle se dit, ok, bon, bah, du coup, sur l'inbound, bon, bah, SEO, SEA, très fort, ok, content, machin. Et sur l'outbound, ok, bah, je les réchauffe, je t'envoie, et puis, du coup, dès que ça commence à se réchauffer, bah, on y va. Ce que souvent les gens comprennent pas, et en tout cas, moi, c'est ma philosophie, c'est que l'outbound, c'est juste l'étape avant l'inbound. C'est-à-dire que, en fait, une fois que j'ai identifié mes secteurs spécialisés et que je vais faire du bruit partout, dès que ça touche, et sans avoir une requête client, mais dès que j'ai un client qui commence à toucher mon contenu, ça peut être de l'outbound. Et dès qu'en fait, là, il dit, OK, là, vous m'avez convaincu, je frappe à la porte, là, c'est de l'inbound. Mais l'inbound n'est que pour moi l'aboutissement d'un process d'outbound, en fait. Ou à l'inverse, l'outbound n'est qu'une étape intermédiaire de l'inbound, plutôt comme ça. Ouais, c'est ça, mais les canaux, en fait, aujourd'hui, enfin, il y a le terme un peu à la mode qui dit un peu l'allbound, qu'on voit un peu passer maintenant sur LinkedIn. Je suis pas méga fan, mais globalement, c'est de se dire que voilà, les prospects, ils ont des façons d'acheter très spécifiques, les contacts sont pas les mêmes, les entreprises, on va parler à différents niveaux de hiérarchie chez ces personnes-là et on va les faire venir différemment. Donc, clairement, je suis complètement aligné avec ce que tu dis, c'est juste des canaux d'acquisition globaux qui vont aider en fait à convertir plus rapidement les choses, mais Non, mais clair, il n'y a pas de séparation. avec une précision très forte. Ouais, c'est ça. Et t'as dit un point aussi qui m'intéressait pas mal, c'est comment justement le marketing, donc si on en revient un petit peu encore à ça, c'est marketing, sales travaillent ensemble, parce qu'il y a des routines en place entre les équipes outbound et le marketing qui font que le marketing arrive à créer du contenu intelligent pour aider en fait ces gens qui font de la chasse à aller trouver des meilleurs personas, des meilleurs prospects avec du contenu peut-être plus riche pour les aider à aller ouvrir cette porte qui est pas tant facile à ouvrir. Je vais prendre un petit point et après je réponds à ta question. Moi, j'ai cet avantage, c'est que mes personas, en fait, j'en ai 4. Ouais. Et quel que soit le secteur, j'en ai 4. J'ai grosso modo le directeur co, parce qu'il faut qu'il suive la productivité de ses sales, qu'il arrive à les monitorer et qu'il arrive à faire du coaching. Donc on revient à mes 3 besoins. Le directeur du care, pareil. Ok. Donc ça, c'est mes 2 utilisateurs potentiellement acheteurs. J'ai l'acheteur après. Donc c'est souvent le DSI, donc le 3e, ou ça peut être le CEO ou le COO. Donc ça, c'est mon 4e. Donc avec ça, je couvre. Et ça, quel que soit le secteur. Donc même si je suis par exemple sur du recrutement, ok, c'est pas des commerciaux, mais en fait le gars qui appelle des candidats, bon bah c'est quasiment en fait, il fait du commerce humain, mais il fait du commerce. Donc ok, ça se décline un peu sur quelques variations de secteurs. Mais pas tant que ça. Après, j'ai des secteurs aussi qui sont des réseaux d'agences, mais qui appellent beaucoup. Bon, alors je suis pas un directeur commercial par agence, mais on retrouve à peu près cette typologie. Donc j'ai cette chance, c'est d'avoir des personnes très identifiées sur les mêmes. Et puis mon produit s'enrichit, mais il s'enrichit pour ces personas. Donc en fait, je j'ai pas d'un seul coup un produit ou un sous-segment qui dit ah bah tiens en fait ça ouvre un nouveau truc. Non, en fait les gars, c'est toujours les mêmes. C'est juste que je vais apporter beaucoup plus de valeur ajoutée à chaque fois à ces personas. Et j'ai oublié le premier point que je voulais aborder. Donc navré. Qui était sur comment les équipes marketing, elles, viennent nourrir potentiellement avec du contenu et les routines que tu peux mettre en place entre sales et market sur ces sujets. Ma vision, alors surtout dans des entreprises comme Ringover, mais j'en ai vu d'autres. Hein, j'ai fait plusieurs startups qui ont monté très fort. La vision c'est toujours pareil. C'est au début, tu considères qu'en fait ton entreprise elle est constituée de personnes, de départements, mais en fait c'est les doigts de la main. Sauf qu'au début la main elle est refermée. Donc en fait c'est hyper compact, tout le monde se parle, ça tient, c'est super. Donc une information sur un client, donc ce langage commun que j'évoquais, bon bah il est là. Et en fait comme le point il est fermé, les informations elles passent très vite. Ce qui est sur un doigt passe très vite à l'autre. Et puis au fur et à mesure en fait où l'entreprise grandit, la main commence à s'ouvrir, mais du coup et les doigts s'écartent. Et donc, à un moment donné, tu as une perte d'informations, en fait. Et mon équipe marketing ou mes PM, ils commencent à s'éloigner finalement du contact direct avec mes clients.
Et ce qui est normal, je veux dire, pour avoir vu chez Microsoft ou même chez Alcatel ou d'autres grandes entreprises, bon, bah, il y a un moment donné, tu commences à te découper et c'est ça où il faut arriver à trouver la mécanique de dire, OK, mais les messages, ils sont bons. Et en fait, en termes humains, ça a aussi ça a une culture qui change. Pourquoi? Au début, tu as une culture qui est, OK les gars, on est tous ensemble, donc on échange très vite, et donc très vite tu prends une décision, tu la fais valider et hop, ça passe. La main commence à s'ouvrir, et là on dit, ah merde, ça commence à s'ouvrir, donc en fait on va responsabiliser les gens. Donc en fait tu fais ton truc, donc typiquement au marketing, OK, tu conçois ton message, t'y vas, parce qu'en fait t'es quand même pas trop éloigné des sales, donc ça va. Et puis finalement la main s'ouvre complètement, et là on se dit, ah ouais mais les gars, si en fait tu fais tout dans ton coin, vu que tu commences à être décorrélé des autres entreprises, des autres départements, bah là en fait tu es en train de te planter. Et donc l'idée quand on est à cette étape-là, et nous on y est, hein, les boîtes de 200, 300 personnes, elles sont là. En fait, tu dois revenir à nouveau sur cette culture en disant, OK les gars, je vous ai dit que vous étiez tout seul, vous débrouillez grosso modo et vous vous arrangez. En fait, c'est plus ça. C'est-à-dire que maintenant, quand vous me sortez un truc, on passe. Tu m'avais posé la question de c'est quoi le meilleur process pour moi, c'est OK, bah maintenant on passe en RACI. En fait, t'en es responsable. Par contre, en fait, c'est pas forcément toi qui as le message. En fait, le message, il peut être à l'avant-vente. Le message, il est chez les DIRCO. Et donc, ton marketing, qui était au début hyper efficace, parce que, grosso modo, il parlait à tout le monde très rapidement. Quand la main commence à s'ouvrir, il est bon. Effectivement, il commence à fournir plus de contenu parce qu'il est autonome dans sa division. Le problème, c'est que quand la main s'ouvre complètement, si elle n'est pas raccord et si elle n'a pas des passerelles avec tout le monde, ça marche plus parce qu'en fait, ils font des trucs qui sont décorrélés. Et donc, c'est là où tu dois créer en fait des ponts organisationnels pour te dire, OK, mais en fait, si tu veux une information, tu as des DIRCO. T'as des responsables d'avant-vente, va les voir, construis le message avec eux. Ça va te prendre légèrement plus de temps. Par contre, je vais m'assurer en fait que ce langage commun, il soit super bien utilisé. Donc, je suis obligé de casser une dynamique qui est, les gars, débrouillez-vous tout seul. Ah non, les gars, débrouillez-vous ensemble. Et du coup, pour le coup, les RevOps sont aussi une des solutions à aider à reconnecter un peu ces équipes-là. En tout cas, d'un point de vue process, pas d'un point de vue client, mais d'un point de vue process. Ouais. Typiquement en disant, OK, j'ai un très bon exemple. Moi, le message que j'ai là, c'est de dire, OK, j'ai des commerciaux qui sont en train d'exploiter une mine d'or, et donc ils sont en train d'ouvrir différentes galeries et de me trouver de l'or. En fait, j'ai un truc qui est incroyable chez Ringover, c'est que souvent je signe un département, et derrière, je peux signer de l'entreprise complète parce que j'ai des offres alors là, pour le coup, très téléphonie d'entreprise, même si je fais beaucoup plus en termes d'interaction, WhatsApp, SMS, et surtout la visio qui se développe énormément. Mais l'interaction première reste quand même le téléphone. Donc on ouvre en disant OK, on va signer le département commercial, on va l'équiper d'une solution qui va booster sa productivité, son monitoring et permettre un vrai coaching sur ses interactions et de comprendre et d'avoir typiquement de la retranscription automatique, d'éviter de s'embêter à créer des emails derrière pour récapituler tout fourni automatiquement. Donc c'est super, vous avez essayé le directeur commercial, mais derrière, il y a le directeur du CAIR dans la même boîte. Et puis en fait, je peux équiper tout le monde à la limite d'un téléphone directement sur son PC. Donc j'ai une mine de diamants derrière chaque corridor de ma mine d'or. Et ça, c'est les CSM. OK, mais comment je fais la passerelle entre mes sales et mes CSM? Comment le lien entre les deux qui sont des CSM, donc en fait nous, il faut qu'on s'occupe de nos clients, que nos clients soient contents, il faut que notre churn, il n'y en ait quasiment pas, et donc les CSM ont une grande marque, mais OK, mais comment j'exploite cette mine finalement de diamants dans chacun de mes couloirs? Ça nécessite effectivement des RevOps qui m'alignent un peu tout, qui s'assurent en fait que tous nos process sont bien liés entre mes sales et mes CSM, que l'onboarding se passe super bien, mais surtout que la communication derrière elle soit bonne, que typiquement quand j'ai un CSM qui détecte une opportunité qui a besoin d'un sales, tous nos outils et que c'est pas juste de l'Excel dans un coin. Et donc là j'ai un vrai challenge en termes de revenus que seuls mes RevOps en fait peuvent m'aider à appuyer. À nouveau, c'est un langage commun. En fait, j'ai un langage de conquête qui est sales marketing très conquête, et puis j'ai un langage sur mes clients existants, OK. Et là, à nouveau, j'ai mes sales, mes RevOps surtout qui rentrent en jeu, et là, ça a besoin de se parler très très fort. Là, c'est un chantier que je suis en train d'attaquer, et là, on va, nos clients en fait qui nous font confiance, on peut juste plus leur donner de valeur en fait, et on a de la valeur à leur apporter. Et ça, tu le vois par rapport à la donnée aussi qui va t'aider à prendre beaucoup de décisions et va mettre en avant beaucoup de choses que tu mets en place. Et donc moi je suis comme j'ai dit, je suis un ingénieur de formation. Ouais. Donc les gars, si tu me racontes une histoire, moi j'adore le storytelling, pas de débat.
Mais enfin, Ouais, derrière, très si t'as pas concret. d'indicateur, Mm. non, non. On reste quand même marqué hein, par son appétence première. J'adore apprendre, forcément. On tombe pas de la physique nucléaire à la téléphonie CRO sans volonté d'apprendre, mais on apprend sur du coup, ouais, la donnée devient critique. Que surtout, plus on grandit, plus elle devient critique. Est-ce que j'ai pris les bonnes décisions? J'ai par exemple, là, on a changé tout le parcours self-serve. Ouais. En disant, ok, ma téléphonie d'entreprise, ça touche tout le monde. Et en plus, comme on a une interface qui est ultra appréciée par le marché, bah en fait, on a vraiment toutes les cibles qui viennent nous voir. Bon, bah, si on a en fait un parcours où le gars, il est complètement autonome, on a simplifié tout, par contre, il clique sur un bouton, il nous parle, il échange avec nous, bah, super. Donc, on a tout revampé. Mais là, typiquement, c'est de la donnée. Qu'est-ce qu'on a bien fait avant? Qu'est-ce qu'on fait bien maintenant? Quand on a des programmes de transformation de ça. Donc, le premier truc que j'ai fait quand je suis arrivé, donc ça, c'était en octobre l'année dernière, j'ai eu le soutien effectivement du CODIR là-dessus. J'ai dit ok, bah on parle de quoi là au prochain séminaire d'entreprise où on a invité tout le monde. Donc on était ouais plus de 200, 250. Ok, on parle de quoi? Et j'ai dit mais vous savez, on pourrait leur faire bosser sur un dashboard d'équipe en fait. Et listez-moi 6 indicateurs. Et je trouvais intéressant parce que non seulement ça oblige à se repositionner sur, mais en fait c'est quoi? Qu'est-ce que je dois obtenir? Qu'est-ce que je dois valider? Les fameux OKR, mais là pour moi c'était et une partie OKR et une partie PI. On peut revenir si tu veux sur la différence que je fais entre les deux. Mm. Et c'était vraiment clé de, ok, en fait mon équipe qui a tellement grandi parce que Ringover a bien poussé là, c'est super, mais du coup qu'est-ce qu'elle doit faire? Je vais être jugé sur quoi? C'est quoi la donnée que je dois produire? Et donc, c'est un point que j'ai pris tout de suite, en fait, et avec l'aval du CODIR, qu'on a animé au premier séminaire. Donc, à quel point, tu vois, dès que je suis arrivé au bout d'un mois, j'ai dit, ouais, les gars, vous allez me sortir des indicateurs, quoi. J'ai pas été jusqu'au bout de l'exercice, parce que à la fin, moi, typiquement, depuis qu'on est arrivé avec mon directeur, qui fait Care, Ops et le support, premier truc qu'on a dit, c'est, bon, les gars, vous allez nous afficher les télés, et maintenant, on va balancer tous les indicateurs, en fait, sur les télés, quoi. Donc tu vois, on est très drivé par ça. Donc les télés, elles sont arrivées très très vite. On a fait réfléchir les équipes. On peut pas. Ça fait partie du langage à nouveau. Si t'as pas que les tensions, les conséquences, les besoins. T'as aussi, ok. Et donc pour piloter nous, on va s'adosser à quoi? Le premier truc que j'affiche, c'est tu vois les onboarding où est-ce qu'ils en sont. Ok les gars, vous allez me regarder ça et tous les matins vous allez me le regarder. Et on en est où sur le BP? Mais moi ça s'affiche au tableau quoi. Je veux pas me poser la question. Et sur l'activité call, on en est où? Bah les gars, c'est affiché quoi. Donc on a affiché de plus en plus. Alors, on affiche d'autres choses, les vidéos, les succès, les choses comme ça. Mais c'est critique parce qu'en plus ça fait partie d'une animation. Moi, c'est ce que j'aime dans une startup. On est tous ensemble. Bah ok, bah montrons-le en fait. Affichons-le qu'on est tous ensemble et qu'on a les mêmes chiffres. Et ouais, et alignons encore une fois, grâce Ouais. à Et là, c'est les en rendant RevOps. Hein. visible. Ça, c'est un Ouais, chantier clairement. RevOps. Hein. Ça, Ça. il y a que qui me font ça. C'est d'ailleurs le gars qui me fait ça. Il est chez les RevOps. Et c'est grâce à ça que tu peux créer une culture sur la donnée et sur le partage. Mais ça fait le lien avec quelque chose que tu disais au début de ton arrivée aussi. C'est que tu me disais que tu avais 170 personnes dans tes équipes, globalement en revenu élargi, 170 outils. Donc c'est quoi comment tu fais pour avoir cette donnée si centrale, si fiable, avec autant d'outils enfin, comment tu T'as rationalises tout pas... ça? Alors déjà, on va casser le mythe. Hein. Mm. J'ai pas tout centralisé en termes d'outils et de data. C'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'en fait, tu te rends compte que tu as des outils qui ont été pris pour régler un besoin ponctuel. Typiquement, j'ai du Asana, Jira, Notion. Tu vois, ok, je me dis, ah, les gars, déjà, on a quand même multiplié les outils qui font peu ou prou la même chose, quoi. Voilà, j'en ai d'autres, hein, comme ça. Donc déjà, c'est parce que et tant mieux, les équipes pouvaient être autonomes sur leurs outils. Donc on a pas, mais tu vois, j'ai pas besoin d'outils sur Notion, j'ai pas besoin de rapports de données sur Notion, j'ai besoin que ça Mm. tourne, j'ai Mm. besoin que ça soit intégré. Donc j'ai quand même beaucoup d'outils dans lesquels ça aide les process, mais finalement en termes de data, bon, j'en avais pas besoin. Par contre, ouais, il y a des outils auxquels on va rationaliser. Si on a pris Salesforce, et Salesforce ça coûte une blinde, même si j'adore Jérôme et Clémentine, mais quand tu commences à tout brancher, tous tes outils, ça commence à te coûter très très cher. Mais on en a besoin. Donc tu dis, ok, c'est quoi mon backbone? Et puis après, c'est toujours pareil. C'est qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. Et ça, c'est pour ça que tu as besoin de RevOps qui sont assez costauds. Mm. Tu as besoin d'un head of RevOps ou d'en tout cas d'une entreprise qui t'accompagne, qui soit assez sympa et qui dise, bah vous savez quoi, on va pas tout faire. Et donc on va casser le mythe, on va pas tout faire. Par contre, on va s'assurer que ce qu'on fait, ça a des vrais effets de levier. Et puis on y va. Moi, j'ai toujours dit, hein, mon métier, c'est pas de dire oui, c'est de dire non en fait.
Bah, c'est là où on fait le même métier. C'est que le métier des RevOps, entre guillemets, c'est aussi de dire non. C'est comme le product manager, hein, c'est toujours dire non à la feature en plus. Mais oui, dire non, c'est clé. Mais, euh, mais du coup, comment tu fais? C'est ça qui m'intéresse, c'est parce que je l'ai aussi beaucoup vécu, c'est comment tu fais passer ce message de, ok, on vient d'un moment où on veut racheter des outils, on veut récupérer plus de données, il en faut toujours plus, et qu'on se rend pas compte qu'elle est pas si fiable et si utilisée que ça, et donc en fait, c'est peut-être pas très utile. Et comment tu arrives concrètement à dire, bah non, non, maintenant on centralise tout sur Salesforce par exemple. C'est quoi En les actions fait, que tu mets en place? pour moi, il faut accepter un truc. Le premier, par exemple, dans mes process de décision, j'ai beau être un ingénieur, je pense que ma capacité première, ça vient aussi de mon profil, c'est en fait de me dire, j'ai pas besoin de toutes les infos pour prendre une décision. Et je revendique le fait de me gaufrer, mais de pas avoir besoin de toutes les infos. J'ai un détecteur à signaux faibles assez bon, une pensée en arborescence qui me permet d'avoir ça. Et en fait, c'est pareil au niveau de la data. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gars vont dire, ouais, mais regarde ça, mais regarde dans tel outil, c'est X, et dans l'autre c'est Y, et dans le troisième c'est Z. Ok, vous avez raison. Vous savez quoi, les gars? Vous avez raison. Maintenant, je vais vous le dire, en fait, la référence, elle va le sortir de là. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, vous allez vous assurer, en fait, que ça se parle. Parce que le mec qui me dit, ouais, mais moi, je regarde tel outil, bah, en fait, t'as tort. Donc, maintenant, c'est clair. En fait, c'est tel outil qu'on va regarder. Et tu sais quoi? Le chiffre, il peut être faux. Je m'en fous. En fait, je m'en fous parce que ce qui m'intéresse, c'est qu'il s'améliore. C'est pas qu'on trouve quel est l'outil qui a raison. C'est qu'en fait, on détermine la référence et qu'on dit, OK, de toute façon, notre but maintenant, c'est de grandir et d'améliorer la référence. Donc, c'est ça où les ops, en fait, ils doivent arriver en disant, OK, alors par exemple, moi, j'ai HubSpot et Salesforce, typiquement. Bon, alors, tu peux bien imaginer qu'entre deux équipes, un qui gère HubSpot, l'autre qui dit Salesforce, forcément, ils sont pas d'accord. Je dis, mais je m'en fous, en fait, les gars. Vraiment, je m'en fous. Donc, je te le dis, ma référence, en fait, c'est Salesforce parce que c'est eux qui vont travailler. Donc, en fait, HubSpot, ça m'amène du lead et c'est Salesforce qui le travaille. Donc, ma référence, en fait, c'est Salesforce puisque, du coup, c'est eux qui m'apportent le MRR. Et de la même façon, quand un sales me dit, ouais, il se passe ci ou il se passe ça, je dis, non, mais en fait, je m'en fiche. La référence ultime, c'est la finance. En fait, c'est le shield de la finance. Donc, du coup, j'ai mes étages. Ma référence ultime dans toutes les entreprises, elle est très claire, c'est la finance. Si en fait mon directeur financier dit on a fait Z, ça sert à rien que j'essaye de lui dire qu'on a fait Y. C'est lui qui a raison. On a fait Z. Et même s'il compte bizarrement et des trucs, je dis ok, tu l'as compté comme ça, je l'aurais pas fait comme ça. J'aimerais bien qu'il change deux trois trucs, mais c'est pas grave. C'est ta référence, on va bosser avec. Et maintenant, j'aligne toutes les équipes derrière. Si mes sales disent, OK, les opportunités, voilà ce qu'on a traité, tu peux me raconter tout ce que tu veux au market, hein. En fait, je m'en fiche. Ma référence, c'est Salesforce parce que c'est eux qui traitent les MQL et autres. Et là, une fois que tu as fait ça, il faut que tu travailles, pour moi, sur une deuxième notion. Ce qui s'appelle la notion des frontières. Ça, dans toutes les boîtes, on l'a. C'est moi, j'ai fait mon truc. Oh, je déteste quand on me dit ça. OK, j'ai fait mon truc. Donc, j'utilise une image qui est très claire dans toutes mes équipes et toutes les autres. Je dis, OK, c'est super. Donc toi, ton métier, c'est de faire en sorte en fait que le train il arrive à un endroit précis. Donc c'est super, tu as géré ton train, tu l'as amélioré, tu as fait des trucs, tu l'as peut-être chargé, tu l'as peut-être déchargé, tu as peut-être mis des marchandises dessus, c'est super. Donc par exemple, tu as mis un prospect dessus, tu nous l'as fait arriver là, donc les rails ils arrivent à tel endroit et tout. Mais tu t'es intéressé si de l'autre côté en fait les rails ils étaient au même endroit? Parce que s'ils sont 3 mètres à côté, ton train il passe pas en fait. Et donc, maintenant, il est hors de question que j'ai la moindre équipe qui m'explique que, ouais, j'ai fait arriver mon train, il arrive là, les gars, mon train, il est nickel, mais en fait, j'ai pas été regarder de l'autre côté si les gars, ils étaient capables de le prendre, en fait. Si les rails, elles sont à 5 centimètres décalés, ton train, il ne passe pas. Et une fois que tout le monde a cette notion de dire, OK, tu fais un super boulot, mais tu t'es arrêté à la frontière et en fait, t'as pas fait passer ton train, ça y est. Encore une fois, c'est un langage commun. T'as besoin d'images fortes que tout le monde a besoin de construire en disant, moi, maintenant, c'est ça. Donc, en fait, si ta frontière, elle est pas là, tu peux me raconter tout ce que tu veux, tu peux me raconter que ton train, c'est le plus beau du monde, mais en fait, les gars, il passe pas, en fait. Moi, je suis très content que tu dises ça parce je l'ai tellement vu et justement à la phase où les entreprises levée de fonds, on recrute, au bout d'un moment, le périmètre de tout le monde s'est un petit peu Ben, là, réduit, ça fait ça, ça s'est élargi. exactement, ça a fait ça, et du coup, plus personne ne se pose la question de qu'est-ce qui se passe après, quoi. Donc c'est là où, Hmm. et dans l'organisation moi, de mes équipes RevOps, j'ai toujours mis en fait c'est pas des ressources marketing ops,
Sales Ops ou Customer Ops que je mets en place, c'est des ressources qui sont à la frontière de chaque équipe. C'est du demand génération de demande Ops, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a travaillé autant avec le marketing qu'avec les équipes qui sont en charge de sales, de qualifier en fait ses besoins, d'aller les chercher de l'opportunité. Et pareil, côté sales et client. Et ces équipes, c'est ça l'intérêt. Donc on vient connecter en fait ces mondes-là. Ouais, t'as raison. Ouais. T'as Et raison. donc, et ça a toujours bien marché. Et en fait, pas avoir des ops qui ne maîtrisent pas les deux bouts de la chaîne, parce que sinon, effectivement, comme tu dis, bah, le train il passe pas. Ah, le train passe pas. Tout simplement. Et on se retrouve Du avec, coup, comment tu les appelles, par exemple, celui entre le sales et le market? entre le sales et le market, bah, c'est du demand gen operations, tu vois. C'est-à-dire que comment je gère Ok. ou acquisition operations, c'est comment je gère mon acquisition au sens large du terme, tu vois. Ah, j'aime bien. J'aime Et bien. après, tu as du customer operations, c'est-à-dire du coup, c'est celui qui, une fois que il a signé son contrat, comment je fais pour en sorte que ça se passe plutôt bien, tu vois. Ouais, Euh, ouais, ouais, j'aime beaucoup cette appellation. Effectivement, c'est ce que je fais, mais j'avais pas changé les titres et des fois, c'est pareil, le titre est un langage. Et il faut de temps en temps, ouais, je prends, je prends. Je vais changer et les titres chez moi. non, mais du coup, ça, j'ai eu aussi pas mal de. Je suis d'accord, c'est que les gens s'approprient mieux leur poste une fois qu'ils ont compris ça. Oui. Et même dans un. Enfin, idéalement, après, ça c'était plus sur le moyen long terme, mais j'aimais bien aussi faire en sorte que quelqu'un qui sait gérer une acquisition un jour puisse gérer de la finance le lendemain pour vraiment aussi un peu élargir la compréhension des besoins en métier et Hmm. opérations qu'on peut avoir en interne pour éviter aussi qu'on soit juste cloisonné à un petit bout du funnel, quoi. Non, après, tu Euh, l'élargis, ouais. Effectivement, je ne peux être qu'aligné que ce que tu dis là. Je vois le temps qui file. Juste une petite question, ça me fait penser à ça. Ça te fait combien d'équipes RevOps par rapport au nombre de revenus que tu as dans tes équipes? Comment tu l'as un petit peu staffé? Je vais dire une bêtise, mais je crois qu'il y en a un rêve, en tout cas, voilà, des équipes Ops Hmm. doivent être 7, je crois, 7 ou 8. Ok, Ouais, je crois que c'est 6 ou 7. ok. Qui gère. Ouais. Dont deux dev Salesforce. Ouais, t'as forcément investi sur de la technique aussi Bah, pour mais un peu typiquement, ils y monter. étaient pas avant. Ouais, bah. Donc, on est arrivé, on a dit, hop, 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 on va prendre du dev maintenant. Là, Ouais, parce que tu as besoin, c'est pas que de la chefferie de projet, les Ops. ah non, clairement pas. Il faut de la fiabilité et de l'évolutivité des équipes. Bon, c'est là où Salesforce est fort, hein, c'est qu'ils ont réussi à créer un écosystème autour de leur solution aussi. Ouais, ouais. Mais c'est sûr que moi aussi c'est vital. C'est les premiers recrutements que je fais, c'est du technique, outils Ouais. pour supporter les process, quoi. C'est clair. Ah, c'est technique, data, process, quoi. Ouais, exactement. Et d'enablement derrière pour former aussi les gens à ces nouvelles pratiques entre guillemets, quoi, pour être sûr que tout le monde a bien compris. Ouais, d'accord. Mais ça, en plus de ça, j'ai une Sales Academy, mais qui Ok. est plutôt, enfin pour l'instant, qui était très dans le chantier que j'ai évoqué tout à l'heure, qui était, ok les gars, on n'est plus sur des early adopters, donc déjà vous allez m'arrêter de pousser un produit early adopters, parce qu'en fait, on est maintenant, je veux pas dire qu'on est sur un mature market, mais on est quand même en haut de la courbe des early adopters, donc il faut quand même qu'on fasse cette transition, donc j'avais besoin aussi d'une académie qui aille enchérir ce point et qui me transforme des pousses produits en, en consultant, quoi. Ouais, bah du coup c'est bien, c'est que tu as remis aussi en avant du coup ce besoin de formation qui reste clé au final. Ah, et Sinon, moi, j'adore me former. non, bah, Donc, en fait, et d'ailleurs, en plus, c'est ce qui permet d'avoir un langage assez intéressant vis-à-vis des équipes. C'est de dire, les gars, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de développer votre employabilité. Ça servira à Ringover, ça servira ailleurs. Bon, bah, bien sûr, je préfère que ça serve à Ringover, mais c'est pas grave. Ce que je veux, c'est que vous sortiez de là. J'adorerais, je suis pas encore au niveau où je veux, typiquement en termes les gars, vous sortez de chez Ringover, vous êtes des cadors sur ça. Il y a des sujets sur lesquels, voilà, je maintiens, mais je veux aller beaucoup, beaucoup plus loin. Je veux vraiment ouais, une référence très forte, quoi. et bah, Et je ne on peux y être que arrivera. d'accord avec, avec ce que tu dis. Ah ouais, nos Euh, anciens vont être bons là-dessus. ouais, bon, ça va faire 55 minutes. Moi, j'ai toujours trois petites questions que je pose à la fin en mode Vas-y. un peu framework signature, sans forcément. Je pourrais avoir un petit peu tes feedback là-dessus, mais bah, le premier, c'est un concept, je pense que tu l'as un peu mentionné, j'ai un petit, je sais pas si ce que tu vas dire, c'est ce à quoi je pense, mais un concept, un framework ou une réalisation qui a un peu changé ta manière de manager et que tu vas implémenter, que tu implémenterais dans chacune de tes boîtes. Elle est,
En fait, elle est tellement dépendante de l'état dans lequel on est. Tu vois, je reprends cette notion. J'ai pas la même chose quand mes doigts sont fermés, ils se touchent, tout le monde se parle. Ok, ça y est, en fait, on a la main qui est complètement ouverte. Du coup, les gens, comme t'as dit, il faut que je mette des gens entre chaque doigt pour que tout ça se parle et se lien. Par contre, maintenant, j'ai une vision. Du coup, moi, je suis dans cet état-là, hein, parce que Ringover, bon, une boîte de 300, donc on est plutôt, voilà, clairement la main ouverte. J'ai des gens qui sont très séparés. Et donc, ma volonté, elle est, quand je suis arrivé, c'est, ok, si tu me fais un truc qui a résolu ton problème, c'est génial. Mais si en fait, ça n'a pas amélioré le système, j'en veux pas. J'en veux pas et je prends le risque de ne pas en vouloir. C'est-à-dire qu'un truc qui est un pis-aller, de compenser. Et en fait, quand t'es là, tu fais que compenser tout le monde. Mais quand t'es 300, faut arrêter de compenser en fait. Faut construire. Donc, à un moment donné, faut donner aux gens la responsabilité, savoir avec qui ils doivent parler. Et en fait, s'il y a un trou dans la raquette, je veux pas qu'on le règle dans une heure. Je veux que tout de suite ça remonte et qu'on puisse se dire, ok, comment on va améliorer le système. Donc, je suis devenu très systémique, ce qui parfois me ralentit, mais j'ai vraiment cette volonté d'opérer là en tout cas un système. Par contre, c'est pour ça que j'adore les startups, c'est que il faut rester sur des quick wins, il faut le tester, et donc on met pas 6 mois à mettre en place un process quoi. Ok, là typiquement hier on avait un call. Bah écoute, je me suis dit mais en fait là t'as un problème, tiens il y a deux façons de le régler. On était avec le CEO, le responsable pays, on s'est dit ok bah tiens voilà comment on peut le régler. Tiens bah la semaine prochaine c'est bon, on va tester ça. Et puis si ça marche pas, la semaine d'après on changera. Mais on va améliorer le système. C'est pas parce que j'ai un problème avec un client, c'est que j'ai un problème, ok bah on va regarder et pouf on améliore et très rapidement. Donc ça devient très ancré en moi et c'est le framework que j'utilise. Par contre j'ai un motto et ça vient de ma culture, c'est moi, je reviens toujours à la base. Le seul framework que j'utilise, c'est ma notion pyramidale. Je ne monte pas d'un niveau si en dessous ça tient pas, quoi. Et que ça peut être au marketing. Là, je suis en train de revenir sur ma stratégie de content. Je leur dis, attendez, les gars, vous avez déjà monté 3 étages, alors que le premier étage, j'en suis pas entièrement satisfait. Donc, les gars, on va tous revenir sur le terrain. Le seul framework que j'utilise en permanence, c'est celui-là. Je ne monte pas d'un niveau dans ma pyramide des besoins. Je suis quasiment la pyramide de Maslow pour une entreprise si j'ai pas fait mon premier niveau, quoi. Et je refuse, hors de question. Personne me fera me mordre de ça, quoi. Tout à fait aligné avec ça. Et bon, je pensais que tu avais parlé aussi un peu des OKR, mais on peut se le Ouais, on garder n'a pas eu pour, le temps. Je suis très donné, ouais. effectivement. Donc moi, j'implémente beaucoup les OKR et puis les OKR vraiment façon acceptable. Les OKR façon de, oui, on va sortir tel projet. Non, en fait, ça se mesure pas, quoi, les gars. Donc, mais ça, il y a tellement de très bonnes vidéos. Le mec qui a mis les OKR chez Google a fait des vidéos sublimes là-dessus. Mais il y a une différence entre typiquement les OKR et les PI. Performance Indicator, ok, c'est 60% de ton temps. OKR, pour moi, c'est 30% de ton temps. C'est qu'est-ce qu'on va changer qui va faire que demain on est mieux. C'est à ça que doivent servir des OKR. Donc, je vais avoir les deux. J'ai toujours des PI et des OKR. Et puis, 10%, c'est mes urgences. Donc, ça, tu peux les mesurer, quoi. Et bah, peut-être qu'on aura l'occasion de refaire une discussion autour de cette distinction OKR PI, mais je ne peux être que d'accord également. L'autre question, c'était un peu l'erreur ou un peu la pire fausse bonne idée que tu as pu mettre en place et qui t'a coûté le plus cher depuis que tu es CRO d'une boîte. Ce qui était pas maintenant, mais j'ai eu une période dans ma vie où je voulais tellement accélérer que les gens suivaient pas. Et finalement, faut accepter ça en fait. Faut accepter que parfois, tu vois, là j'ai un process, ça fait 6 mois, depuis le début d'année que je veux le faire. Mais entre mon ancien directeur co, l'équipe qui était en place, les process qui étaient mis en place, et je voulais changer tout leur périmètre, bah faut accepter que ça te prenne 6 mois en fait. Parce que là, tu as du changement humain profond. Et donc là, c'est bon. À la rentrée, ça y est, tout le monde est aligné parce qu'on a aligné tout le monde quasiment début juillet. Et donc là, je sais que j'ai une machine qui va tourner au 1er septembre. Mais ça, faut l'accepter. Avant, j'acceptais pas et donc j'ai fait des erreurs principalement là-dessus. J'étais même assez costaud là-dessus. Donc maintenant, j'accepte un léger décalage. Ouais, Mais les fausses bonnes idées, c'est ça. C'est tu sais que ça marche, tu sais que c'est ça, tu le mets en place, je comprends pas.
tu fais pas de suivi, quoi. On parlait tout à l'heure des opportunités de cross-sell. Ok, je sais comment le faire. Je veux que ça va. Et puis tu reviens 3 mois après parce que tu penses que ça a été fait et tu dis, ah mais merde, ça marche toujours pas. La fausse bonne idée, c'est celle qui est pas suivie, en fait, d'indicateurs qui te dit, ok, ça marche ou pas, quoi. Et de penser que ton équipe a parfaitement compris. C'est toujours une fausse bonne idée, ça. C'est clair. Le suivi, on revient toujours à cette notion de data, de suivi, et d'itération. Et dernière question que je pose aussi pour que les gens puissent un petit peu consommer, c'est est-ce que tu as un contenu, un livre, un documentaire, un podcast que tu aimes bien conseiller, qui t'apporte pas mal? J'ai vu cette question, elle me bloque cette question. Moi, je suis un dévoreur. C'est Warren Buffett qui dit 20 pages par jour, hein, minimum. Hors de question de faire moins. J'en suis. Alors là, en ce moment, j'ai un peu de mal, mais je suis par période. Je suis un dévoreur. Donc, je me suis beaucoup posé la question parce que je pourrais te sortir tout un tas de bouquins, tout un tas de trucs, mais le truc qui me marque le plus, et de temps en temps, je me refais des picouses, c'est les conférences TED. En fait, Ouais. parce qu'elle te présente de manière ultra synthétique un truc qui est quand même assez complexe. Et ça, pour moi, c'est la meilleure façon, c'est-à-dire que se dire, et d'ailleurs, il y a même ils t'apprennent même TED en fait à poster en disant comment faire une conférence TED. Mais ça, c'est pas pour faire la conférence, mais quand tu dois, par exemple, faire des séminaires avec toutes tes équipes, ça te permet en tout cas de resynthétiser, de présenter, et ça pour moi c'est le meilleur moyen parce que on passe son temps à vendre en interne, en externe, et la meilleure façon de présenter un projet qui est dans notre tête, bah c'est de l'écrire, mais surtout de le structurer. Et les conférences TED pour moi sont extraordinaires sur ces sujets-là. Et donc généralement ouais c'est le premier truc par lequel j'attaque. C'est ok on y va. Et celle qui alors un peu moins parce qu'elle ça y est elle commence à être connue, mais donc ça fait quelques années. C'était celle de Simon Sinek sur le why en fait et le golden circle, mais pourquoi vous faites ce que vous faites en fait quoi. Et ouais mais parce qu'on a le meilleur produit. Non vous avez pas compris pourquoi vous le faites et d'insister. Donc lui ça fait 20 ans qu'il répète le même message, donc moi j'évite de le répéter pendant 20 ans, mais j'aime beaucoup celle-là. Mais toutes les conférences TED quels que soient les sujets moi je dévore et ça t'apprend à structurer ta pensée. Alors, on s'est fait avec mes associés cette vidéo dans notre dernier point pour voir un peu la suite de Kobo. C'est marrant que tu la cites. Donc, Ah bah on voilà. y revient. On s'est fait aussi cette petite piqûre de rappel. Ah bah il y a des Bah, trucs ouais. ouais, c'est super intéressant. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup Emmanuel. Et ça a été, enfin, je trouve super riche, super dense. T'as mis des mots sur beaucoup de choses qu'on vit et je trouve ça a été très concret. Donc, je te remercie vraiment beaucoup pour Mais je t'en prie ce avec retour plaisir. d'expérience. C'était très très cool d'échanger avec toi. On aura peut-être l'occasion de refaire d'autres discussions contexte, donc avec grand plaisir. J'espère. Euh, Puis nous, on a un live talk au mois de septembre, donc on en reparlera et puis on t'invitera sur les prochains. On en fait régulièrement, on en fait un par mois, donc ouais, et ben, avec avec grand grand plaisir. plaisir. Merci beaucoup Emmanuel. À très vite et on suit Ringover aussi de près pour voir comment tout ça évolue. Ouais, Euh, ça bouge beaucoup. 50% de croissance, 3 mois, faut les tenir, mais Benjamin. Mais c'était top en tout cas. ouais, bah, trop cool. Merci Emmanuel. Merci.